Bonjour Thomas. Bonjour Alexandra. Nous avons aujourd'hui en notre compagnie Sylvie Roueux. Vous allez nous parler de l'important fonds photographique du Palais Princier. Vous nous avez amené d'ailleurs de précieux exemplaires. Ça sera un feuilleton, on peut dire, on peut appeler ça comme ça, puisqu'on va en parler pendant 3 épisodes, pendant 3 émissions. Tellement le fond est important. Tout à fait. On commence par le début, ce qui est logique. Oui. Et vous avez vraiment amené là avec nous des trésors. Nous avons des toutes premières photos. Du fond photographique, oui. Le fond photographique, il est divisé en 3 parties, on va dire. Les photographies anciennes, les photographies modernes et contemporaines. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les photographies anciennes. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, oui, oui, tout à fait. Donc ici et ici, nous avons les 2 plus vieilles photographies du fond du palais, qui est une vue du palais Princier réalisée par Luigi Crête, qui est un photographe français, qui a pris la photographie avec un daguerréotypiste qui s'appelait Gustave Legray et qui est venu s'installer à Nice et qui a réalisé en 1856 cette photographie lors d'un reportage sur la Riviera, Monaco, Menton et Cannes. Voilà. Est-ce qu'on peut parler peut-être de la technique avant de parler de l'image en tant que telle? Tout à fait. Alors ça, c'est un tirage sur papier salé. Alors qu'est-ce que c'est que le papier salé? Vous prenez une feuille de papier que vous trempez dans de l'eau salée, du sel marin, vous laissez sécher et vous retrempez cette même feuille dans une solution de nitrate d'argent avec un petit peu d'eau. Et ça donne du papier salé sensible à la lumière. D'accord. On peut dire tout simplement. Pour le dire tout simplement. Hein. Voilà. Et donc là, Thomas, je fais appel à vous, Oui. parce qu'on a quand même une vue peu connue, on peut dire, Oui. du palais. Et qui a un grand intérêt évidemment documentaire, puisque on retrouve le palais, je dirais, dans son état originel, en tout cas qui n'a pas bougé grosso modo depuis la période anté-révolutionnaire, avec surtout un bloc architectural qui a disparu aujourd'hui, qui a été substitué autour de la tour de l'horloge et de la principale tour du palais, qui, on le sait, a été reconstruite après le séisme de 1887. Et ici, on a surtout, sur cette photographie de 1856, un état tout à fait originel, avec la tour de l'horloge, qui a encore son toit à 4 pans, sa cloche, avant, quelques années plus tard, sans être à l'état d'aujourd'hui, de voir une reconstruction donc, de cette tour avec cette fois une tour crénelée. On voit, on a d'autres techniques là après le papier salé. Après le il y a papier une salé, évolution. on a une évolution, le papier albuminé. Ici, donc, nous avons une vue de la baie de Monaco avec le rocher et le palais en fond. C'est une vue qui date également de 1856, réalisée sur du papier albuminé. Alors, qu'est-ce que le papier albuminé? C'est à peu près la même chose que le papier salé, sauf qu'auparavant, on aura badigeonné le papier de blanc d'œuf, tout simplement. Et D'accord. après, on fait la même chose au salé et nitrate d'argent, et ça devient un papier albuminé. Et ce papier albuminé, il a la différence avec le papier salé, c'est que les couleurs sont plus contrastées, et c'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus brillant. Et ce fonds photographique, il est régulièrement sollicité, souvent exploité. Il est régulièrement sollicité et surtout il est complété, enrichi par des acquisitions, puisque il ne faut pas imaginer, comme aujourd'hui, qu'il y a, j'allais dire, une armada de photographes qui suivent les activités du prince et de sa famille. Et donc, ce sont, comme Sylvie l'a évoqué, ce sont des photographes extérieurs qui viennent, d'ailleurs, qui ne sont pas sédentarisés, qui viennent Ils sont parfois indépendants et viennent de différentes régions. absolument et proposer leurs services. Et on a le cas, on va l'évoquer, de certains photographes qui vont proposer et vont recevoir une commande de la part du prince Charles III. Mais Voilà, souvent, et c'est assez amusant, ils se déplacent avec leur laboratoire, Avec le laboratoire dans une carriole. Dans une carriole, oui. Par exemple, ce photographe qui est le photographe Valburg
Debray, un photographe qui se baladait tout le long de la côte de la Riviera, de Nice, Menton, etc. Il avait aménagé dans sa carriole un laboratoire photographique parce qu'à cette époque-là, il fallait développer immédiatement les photographies, enfin les prises de vue qu'on réalisait sur les plaques de verre. Et donc, il se promenait avec ses chevaux et son laboratoire dans le dos pour les appareils n'étaient évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les appareils étaient quand même grands et c'était pas évident de réaliser des photographies à cette époque-là. Et je pense que ça permettait de s'adapter à la clientèle, en réalité. Donc d'immédiatement pouvoir fournir aux personnes, aux hivernants qui venaient donc sur la côte, et donc de leur proposer une prestation pratiquement immédiate. Voilà. Et les portraits n'étaient pas réalisés comme aujourd'hui, comme vous le disiez Thomas, le photographe qui suit régulièrement les déplacements du prince. Là, c'est plutôt le prince qui va se déplacer en studio, ce genre de choses. Voilà, parce que les moyens étaient trop contraignants. Il n'y a pas la lumière, donc il faut travailler en lumière du jour. Donc la lumière du jour se fait avec des verrières et différents rideaux qu'on tire pour pouvoir moduler le visage, le portrait des personnes qu'on photographie. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'il faut continuellement, dans la mesure où l'on trouve des pièces assez exceptionnelles. Parfois, on a la chance de pouvoir faire l'acquisition de collections déjà en partie constituées. Et on peut évoquer, puisqu'il en a fait un très bel ouvrage, la collection Christian Burle, qui a été achetée donc, il y a quelques années par le prince souverain, et qui a permis véritablement de compléter le fonds des archives photographiques sur ces périodes donc, très anciennes de la photographie. Donc, ce que l'on appelle primitive. Voilà. Et c'est le photographe Félix Tournochon, dit Nadar, qui a donné le nom de primitif à ces photographes et ces pionniers de la photographie. Voilà. Et là, on avance un tout petit peu plus dans le temps. Alors, on avance là vers quelque chose d'extraordinaire qui sont quand même les plaques de verre. Donc, on laisse tomber le papier salé, les négatifs papier, et on passe sur des négatifs plaques de verre qui donneront des photographies avec un piqué beaucoup plus important que le piqué de la trame du papier. Donc, on a des plaques de verre. Les plaques de verre datent d'à peu près 1870-1875. Ce sont les photographes qui travaillent eux-mêmes leurs plaques de verre, qui fabriquent leurs plaques de verre. Donc, ils sont photographes et chimistes en même temps. Puis début du XXe siècle. Et puis début du XXe siècle, ou alors on a cette invention extraordinaire des frères Lumière qui inventent la photographie couleur avec les autochromes. Alors qu'est-ce qu'un autochrome? Donc c'est la première photographie, les premières photographies couleur, et les autochromes sont réalisés à base de tout petits grains de fécule de pommes de terre qui sont teintés des couleurs primaires, bleu, vert, rouge, mis sur une plaque de verre classique, mais par millions. Et ces petites fécules de pommes de terre vont capter la lumière et la filtrer et donner ainsi ces images qui ont un ton un peu pastel, mais qui sont les toutes premières photographies couleur. Oui, on n'est pas sur la photographie colorisée. Ça, il faut bien du tout une photo. Voilà, c'est vraiment c'est la première photographie couleur. En fin de compte, c'est des petits grains de fécule de pommes de terre qui amènent la couleur à la photographie. Et donc là, on voit la princesse Charlotte. Voilà, on a la princesse Charlotte qui est photographiée. En tout cas, on attribue cette photographie au prince Louis II, son père. Ici, nous avons le prince Albert Ier vers 1910. Voilà, puisqu'il est élu en 1909 associé étranger de l'Académie des sciences à Paris. Et on le voit ici, il porte l'habit vert, l'habit de membre de l'Institut de France. Il pose ici tout près dans la galerie d'Hercule, donc tout près de la bibliothèque où nous sommes aujourd'hui. Et elles sont parfaitement conservées. C'est vraiment des photographies qui restent et qui perdurent dans le temps. Oui, on voit là... La qualité est restée, on peut dire, quasi intacte. Oui, tout à fait. Et après, il y a un travail évidemment possible de restitution des quelques petits accros grâce aux techniques numériques aujourd'hui. Tout à fait. Oui, parce que ce fond photographique, pour pouvoir l'exploiter entièrement, j'imagine que vous l'avez, peut-être pas dans la totalité encore, mais l'objectif est peut-être On est en phase d'inventaire pour l'instant, en phase d'inventaire et de numérisation, de campagne de numérisation pour pouvoir par ensuite
pouvoir Travailler, travailler sur ce fond. Les 3 collaborateurs travaillent donc sur le fond photographique, Sylvie Ruot comme chargée d'inventaire, un photographe qui peut justement aussi pratiquer la restauration numérique et un assistant iconographe qui travaille sur des fonds beaucoup plus contemporains dont on reparlera dans une prochaine émission, je pense. Justement, merci beaucoup et je vous propose de nous retrouver très prochainement pour la suite de ce feuilleton sur ce fond photographique. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.